il y a eu une évolution importante de la population des femmes en emploi au Québec au cours des dernières décennies. Pascal Prudhomme nous indiquait justement que l'écart entre la population d'hommes et de femmes a été réduit de façon substantielle. On nous rapporte qu'elle serait maintenant inférieure à 10 %. Il n'en demeure pas moins que plusieurs secteurs d'activité demeurent encore aujourd'hui à prédominance masculine ou féminine. On n'a qu'à penser au secteur des soins de santé, de l'assistance sociale, à l'enseignement, à l'hébergement, à la restauration, où la main-d'œuvre est à prédominance féminine. Non seulement les secteurs d'activité sont-ils différents, le type de travail, les conditions dans lesquelles il est réalisé, les contraintes auxquelles les travailleurs sont soumis peuvent différer selon que l'on soit un homme ou une femme. Bien qu'il importe de tenir compte du genre et du sexe dans les recherches portant sur la SST, la tentation de tout vouloir ramener les différences observées au genre ou au sexe doit aussi être évitée, comme le soulignait Mme Messing, puisque souvent des différences tout aussi importantes pourraient être observées entre les individus d'un même sexe qu'entre des hommes et des femmes. Alors, ceci pourrait camoufler des situations où des différences liées aux caractéristiques du travail sont en cause et non uniquement le fait d'être un homme ou une femme. Comme on l'a si bien vu dans la présentation de Mme Friesen portant sur l'exposition aux contaminants chimiques, il peut y avoir des différences d'exposition entre les hommes et les femmes effectuant le même travail, non pas nécessairement à cause des différences physiologiques, mais bien, entre autres, parce que les équipements de protection utilisés sont moins bien adaptés pour les femmes, ou encore parce que leur taille fait en sorte qu'elles se situent plus près de la source d'exposition. Alors donc, dans l'analyse de certaines données, il peut être plus approprié de normaliser par rapport à des paramètres physiologiques individuels qu'à celui du genre, dont le résultat pourrait même mener à certaines erreurs d'interprétation. Mais par ailleurs, omettre de considérer la possibilité qu'il y ait des différences liées au genre pourrait aussi engendrer un biais dans l'estimation du risque, et ça a été bien mis en évidence par les propos de Mme Messing et de Mme Friesen. Maintenant, au niveau des lésions professionnelles indemnisées, Patrice Duguay nous indiquait que les taux de fréquence-gravité des femmes étaient un peu plus élevés que ceux des hommes, et ce pour les 3 catégories de travail considérées, soit manuel, non manuel, mixte. Alors que le taux de fréquence des lésions semble être sensiblement le même dans les 3 catégories, l'indice de gravité mesuré en termes de durée d'indemnisation était plus élevé pour les femmes que pour les hommes dans ces 3 catégories. Pourtant, les hommes ont beaucoup plus de lésions professionnelles indemnisées que les femmes, et les caractéristiques des lésions varient selon le genre. Nous l'avons vu, les femmes se blessent plus fréquemment au dos et à l'épaule que les hommes et ont plus de troubles musculo-squelettiques que ces derniers. Justement, concernant les TMS, la présentation d'André Plamondon nous a fait voir qu'à un certain niveau de charge pour réaliser du travail de manutention, les femmes opèrent de manière différente de celle des hommes qualifiés d'experts. En effet, les données biomécaniques et les observations ergonomiques ont permis d'établir que les femmes utilisent une technique de levage différente de celle des hommes. Bien sûr, j'ai appris des nouveaux termes, le squat et le stoop, mais on a vu que les différences observées entre les hommes et les femmes s'amenuisaient lorsque les charges manipulées sont moins importantes. Sur le plan de la réadaptation au travail et du retour au travail, nous avons vu tout à l'heure que des différences existent aussi entre les femmes et les hommes, en particulier en ce qui a trait aux facteurs ou aux déterminants qui ont une influence sur l'incapacité prolongée et le retour au travail. Les résultats des travaux rapportés par Mme Lederer viennent confirmer l'importance d'investiguer les facteurs de risque d'incapacité au travail en considérant le genre.
Ainsi, faut-il penser que des stratégies à adopter en vue de favoriser le retour au travail devraient être adaptées selon le genre et le sexe. M. Oliff nous disait dans sa conférence d'ouverture ce matin qu'il y a des questions de recherche uniques qui nécessitent qu'elles soient abordées en tenant compte du genre, du sexe, du travail et de la santé. Nous le savons tous, l'espérance de vie des femmes, il nous l'a mentionné, est supérieure à celle des hommes. Les femmes souffrent toutefois davantage de maladies chroniques. Leurs besoins en soins de santé diffèrent de ceux des hommes et elles répondent de façon différente à certaines thérapies. C'est d'ailleurs en reconnaissance des carences en matière de connaissances sur la santé des femmes et des hommes et des nombreuses différences dans leur façon de gérer leur santé qu'a été créé l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC. Cet institut a pour mission d'encourager la réalisation de la recherche sur l'influence du genre et du sexe sur la santé des femmes et des hommes et d'appliquer les résultats de cette recherche pour cerner et relever les défis urgents en matière de santé. L'importance que l'IRSST accorde au genre et au sexe des travailleurs n'est pas étrangère au fait, justement, qu'il s'est associé à l'Institut de la santé des femmes et des hommes et à d'autres organismes pour lancer un programme de chaire de recherche sur le genre, le travail et la santé. Ce programme prévoit notamment au Québec le financement d'une chaire de recherche en santé et sécurité du travail qui prendra en compte l'analyse du genre et du sexe des travailleurs en lien avec l'une ou l'autre de 4 thématiques lesquelles ont été abordées aujourd'hui. Il s'agit du genre et des TMS associés au travail, du genre et de l'exposition professionnelle à des agents chimiques ou biologiques, du genre et de la diversification des formes d'emploi, du genre et du retour au travail à la suite d'un épisode d'absence prolongée. Alors, les résultats de ce concours ont pris fin le 1er octobre dernier. Ces résultats devraient être connus, comme on nous l'a indiqué, avant le début du printemps 2013, et nous souhaitons vivement qu'ils seront favorables. Nous avions fixé comme objectif de ce colloque de mettre en lumière les différences liées au genre et au sexe en termes de problèmes de SST, ainsi que leur implication en matière de prévention et de retour au travail. Nous estimons qu'à travers les différentes présentations, cet objectif a été atteint, du moins partiellement, compte tenu de l'étendue du sujet. Nous espérons qu'à tout le moins, ce colloque aura permis de bien situer les enjeux relatifs à ce sujet et susciter suffisamment d'intérêt et de curiosité pour inciter les chercheurs à prendre davantage en compte le genre et le sexe dans leurs recherches. Nous espérons que ce colloque vous a plu. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de semaine et au plaisir de vous revoir l'an prochain pour une nouvelle édition du colloque institutionnel de l'IRSST. Alors, merci à vous.